Messieurs, dames, bonjour. Merci de suivre Kivu Morning Post. Je vous retrouve pour l'essentiel de l'actualité. Des affrontements violents ont éclaté ce jeudi 19 juin 2025 entre l'armée congolaise soutenue par les Wazalendo et les combattants des Twirwaneho alliés à l'F-123 dans les territoires des Fizi. Nous sommes au site Kivu. Selon la société civile locale, ces combats ont entraîné un déplacement massif de la population. Les forces armées de la République démocratique du Congo reçoivent au moins une centaine de blindés de guerre de la société émirienne Golden Group avec une première livraison de 30 véhicules Caser 2 déjà réceptionnés à Matadi. Ces blindés seront déployés pour renforcer la garde républicaine à Lubumbashi et soutenir les opérations militaires contre l'AFC M23. Le gouvernement congolais a signé un accord avec l'AS Monaco pour un partenariat de près de 5 millions de dollars américains par an, incluant le flocage du drapeau de la RDC sur le maillot du club. Chaque visite officielle de l'AS Monaco entre en RDC coûtera 215 000 dollars américains, suscitant des controverses au sein de l'opinion nationale. Nous allons d'ailleurs recevoir dans l'actualité du jour notre sportif maison, Georges Benmouima. Bonjour et bienvenue. Bonjour Blaise Bassabossé et merci pour l'invitation. Il sera l'invité spécial de l'actualité du jour. Messieurs, dames, vous êtes nouveaux sur la chaîne Kivu Morning Post. Commencez d'abord par vous abonner. Nous commençons par la province du sud Kivu. Des affrontements violents ont été signalés ce jeudi 19 juin 2025 entre l'armée congolaise appuyée par les Wazalendo et les combattants des Twirwaneho alliés à la F-123. Ces combats ont eu lieu à Rugezi et Mutambala dans les territoires des Fizi. Nous sommes en province du sud Kivu. Selon la société civile locale, ces affrontements ont occasionné un déplacement massif de la population. Ici, Alimassi Patrick nous relate la situation dans la zone. Oui, j'ai vu la parole m'accorder, monsieur le journaliste. Il est vrai que c'est depuis tôt ce matin aujourd'hui qu'on signale les combats dans les hauts plateaux du territoire de Fizi, précisément à Rugezi et une partie du secteur de Mutambala. Et les combats opposent le groupe armé Wazalendo, les FARDC et CFLCC contre le groupe armé des Twirwaneho qui sont alliés au Red Tabara et associés au M23 et AFC. C'est depuis tôt ce matin que le combat a commencé et le combat toujours se poursuit jusqu'à présent je vous parle. Et je disais qu'il y a des détonations lourdes qui sont en train de s'attendre depuis tôt ce matin dans les villages de Rugezi. Il vous souviendra que ça fait au moins depuis l'avènement de cette guerre d'agression du Rwanda et avec ses supplétifs, et dans les hauts plateaux du territoire de Fizi, il se passe au moins, c'est chaque jour qu'il y a les affrontements chez les groupes armés locaux contre les groupes armés Twirwaneho qui est associé au Tabara et les AFC et M23. Et presque tous les villages, pour le moment, presque tous les villages sont vidés de la population. Là, certaines populations ont pris la direction vers les massifs du Tomboué et les autres se sont réfugiés dans l'enceinte de l'hôpital général de référence de Mikenge, du centre de santé de Point Zéro, et les autres ont pris la direction vers la littorale du territoire de Fizi, précisément à Fizi et à Baraka, là où il y a le temps de déplacer. Rugezi donne accès, non seulement donne accès dans le territoire de Mwenga, dans le territoire de Mwenga à Itombwe, précisément à Mikenge, et donne accès facilement dans le village de Minembwe, et vous pouvez descendre, donne accès aussi dans le secteur de Lulenge, et vous pouvez descendre facilement même dans le secteur de Mutambala.
Les forces armées de la République démocratique du Congo sont en train de recevoir de blindés de guerre, selon le journal Afrique Intelligence. Il s'agit des blindés livrés par la société émirienne International Golden Group. Au total, une centaine de véhicules blindés seront livrés par cette société. Des détails. Selon Africa Intelligence, la première livraison a eu lieu en mai avec une trentaine de véhicules blindés Emirates Caser 2 qui ont été réceptionnés au port de Matadi. Une dizaine d'entre eux ont été acheminés à Lubumbashi pour rejoindre les camps de la garde républicaine à Kimbembe et devraient servir dans le 13e régiment des fronteries motorisées, révèle Africa Intelligence. La RDC prépare silencieusement une offensive contre la FCM 23. Depuis janvier 2025, les rebelles de la FCM 23 ont pris une large partie des provinces du Nord et du Sud Kivu. Depuis la prise de Goma et Bukavu, des démarches diplomatiques ont été amorcées pour faire taire les armes. Selon des sources locales, les deux parties continuent à se renforcer sur les lignes de front en troupes et en matériel. Du côté du M23, plusieurs hommes en renfort ont été aperçus vers les territoires de Walikale en prélude d'une contre-offensive vers Walikale pour foncer vers Kisangani et Kindu. Côté FARDC, on se renforce en matériel et en hommes. Selon Africa Intelligence, les premières livraisons des Caser 2 ont débuté en janvier. Une cinquantaine de véhicules ont été déployés à Kisangani et Kindu. Ces deux villes sont dans les visères de la rébellion de la FCM 23, ce qui justifie le déploiement des troupes et des matériels sophistiqués dans la zone. Les deux parties se situent plus de 50 km des lignes de front. Kisangani et Kindu possèdent également deux aéroports importants qui servent aujourd'hui des bases essentielles pour l'armée congolaise et des points de ravitaillement pour les FARDC. Malgré les efforts diplomatiques à Doha et aux États-Unis, des affrontements ont été signalés ces derniers jours dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. Le ministre des Affaires étrangères du Togo, Robert, a reçu ce jeudi une délégation de l'Organisation internationale de la francophonie. Cette rencontre vise à soutenir le règlement pacifique du conflit en République démocratique du Congo. Le président a remercié Louise Mushikiwabo, secrétaire générale de la francophonie, pour cette initiative de paix. Il a affirmé que le président togolais, Faure Gnassingbé, médiateur de ces processus, reste pleinement engagé en faveur de la paix et du dialogue. Suivez en image. Après les consultations politiques à Kinshasa, Kigali puis Nairobi, l'Organisation internationale de la francophonie est à Lomé pour s'enquérir de la situation de la médiation dans la crise qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo. Rencontre d'une importance capitale pour évaluer l'état du règlement de ce conflit, définir les stratégies et approches et voir dans quelle mesure l'OIF pourra contribuer aux côtés du médiateur désigné de l'Union africaine, le président du Conseil, Faure Gnassingbé, à une paix durable face à une crise qui dure il y a une trentaine d'années déjà. La rencontre avec Monsieur le ministre des Affaires étrangères est une étape essentielle de la mission que la secrétaire générale de la francophonie a mandaté pour voir ce que la francophonie peut faire d'utile en soutien aux efforts de médiation dans cette crise qui dure depuis longtemps maintenant. Nous avons eu des échanges approfondis, très importants sur la situation elle-même. Où en est-on ? La situation humanitaire, politique et sécuritaire reste peu rassurante dans la région des Grands Lacs. La francophonie veut miser sur la diplomatie gagnante de Lomé et la forte expérience de l'institution en matière de règlement des conflits pour une issue favorable. Nous avons présenté ce que la francophonie a fait déjà dans d'autres contextes ou aussi sur les projets, les programmes de coopération, je dirais, techniques qui sont actuellement en cours en RDC par exemple. Et le but de notre mission
est de faire rapport à la secrétaire générale de l'organisation, aux États membres aussi, de faire des recommandations qui devront être en fait approuvées par les États membres de la francophonie. Écoute attentive, compréhension, promotion d'un dialogue constructif, impartialité et esprit d'ouverture. Telles demeurent les valeurs prônées par le président du Conseil, médiateur désigné de l'Union africaine dans cette crise. Des principes que le chef de la diplomatie togolaise, professeur Robert Doucet, met en avant comme condition sine qua non pour rapprocher les positions et faire entendre raison à la RDC et le Rwanda. Ceci dans l'intérêt supérieur d'une Afrique libre, solidaire, avec une paix durable. Du 5 au 10 juin 2025, Médecins sans frontières et le ministère de la Santé ont vacciné plus de 100 000 enfants contre la rougeole dans les territoires de Massissi. Malgré des combats, la rougeole restait une menace sérieuse en République démocratique du Congo avec 27 000 cas recensés cette année. L'instabilité a affecté les structures de santé et MSF a perdu des employés. Elena, coordonnatrice de MSF, a souligné l'importance d'agir pour maîtriser l'épidémie. Effectivement, c'est un début de juin que Médecins sans frontières a appuyé le ministère de la Santé pour mener une campagne de vaccination contre l'épidémie de rougeole dans la zone de santé de Massissi. Et on a pu vacciner ensemble plus de 100 000 enfants dans un contexte très difficile qui est marqué par l'insécurité avec beaucoup de défis logistiques. La rougeole, les premiers cas de rougeole ont été rapportés en début d'année dans la zone de santé de Massissi. C'est depuis le début de l'année que la zone a rapporté plus de 1000 cas et 4 décès, mais on estime que ces chiffres sont probablement sous-estimés. Donc aussi au cours de la même période, Médecins sans frontières a pu appuyer aussi le ministère de la Santé pour traiter plus de 1000 cas de rougeole, 1000 patients, dont 238 ont été hospitalisés à l'hôpital général de référence de Massissi, c'est-à-dire des cas des patients qui avaient la rougeole avec des complications. Donc c'était une campagne de vaccination qui n'a pas été facile. Comme je disais auparavant, on a eu pas mal de défis vis-à-vis du contexte aussi. Lorsque le M23 a pris le contrôle de Goma en janvier, l'aéroport a été fermé. Et par conséquent, la principale voie d'acheminement des vaccins vers l'est du pays a été fermée. Donc, les stocks de vaccins ainsi que d'autres intrants ont été épuisés. Et pour bien mener la campagne de vaccination, MSF a dû assurer l'acheminement de la plupart des vaccins, mis à part d'autres matériels médicaux et logistiques nécessaires pour la campagne de vaccination. Aussi, il y a d'autres défis, comme je disais auparavant, liés plutôt au contexte. Nos équipes sont arrivées parfois dans des villages où la plupart des habitants avaient fui en raison de combats, et en même temps d'autres zones où on attendait de trouver peu de personnes, et il y en avait plus que ce qu'on pensait, parce que voilà, il y avait des populations qui s'étaient déplacées vers ces zones plus sécurisées pour la population. Dans la partie grand nord de la province du Nord Kivu, en ville de Béni, s'est clôturé un atelier de 3 jours mercredi sur la protection des civils et la mise en œuvre du mandat de la mission onusienne. Cet événement visait à renforcer la collaboration entre le gouvernement provincial et la MONUSCO. Les détails avec notre correspondant dans la région, Isaac Bingeve. Durant 3 jours, près de 90 participants, dont des membres du gouvernement provincial, des autorités politico-administratives, des chefs coutumiers, des acteurs humanitaires et des représentants de la société civile de Béni, Butembo et Lubero, ont réfléchi ensemble sur le renforcement de la collaboration entre ces acteurs majeurs afin de mieux protéger les civils. Ce cadre d'échange a été clôturé hier mercredi 18 juin. À cet effet, une feuille de route contenant des actions à mener conjointement a été élaborée, a déclaré Sango à Espoir, rapporteur occasionnel. Objectif à atteindre. Renforcement de la collaboration entre institutions, MONUSCO, gouvernement provincial. Action à mener. Mettre en place
un cadre de concertation permanent. Deuxième action proposée, élaborer un plan ou une stratégie conjointe de communication entre les gouvernements provinciaux et la MONUSCO. La responsabilisation des structures de la société civile, des autorités locales et les services de l'État dans la mise en œuvre des activités et projets sur terrain. Deuxième objectif, lutte contre les groupes armés. Action à mener, établir la cartographie des groupes armés locaux et étrangers. Sensibiliser les combattants à quitter les groupes armés. Le vice-gouverneur du Nord Kivu, le commissaire divisionnaire Louis Segon Karawa, a émis le vœu de voir la mise en place d'un comité technique mixte pour les suivis. Il est clair que les défis restent immenses. Il nous revient maintenant de traduire nos recommandations en actions concrètes, de les faire vivre à travers des mécanismes de suivi, des échanges réguliers et une culture des résultats qui place l'intérêt de notre population au centre. Depuis la prise de la ville de Goma en janvier 2025 par l'AFCM 23, Beni est devenu le chef-lieu provisoire des institutions provinciales du Nord Kivu. Dans ce contexte où la sécurité reste fragile, cette rencontre revêt une dimension à la fois stratégique et humaine. Depuis Beni, Isaac Biningeve pour Kivu Morning Post. Le gouvernement de la République démocratique du Congo, je l'ai annoncé au sommaire, a signé un accord avec l'AS Monaco pour un partenariat estimé à près de 5 millions de dollars par an. Ces contrats incluent le flocage du drapeau et du nom de la RDC sur le maillot du club. Chaque visite officielle de l'AS Monaco en RDC coûtera 215 000 dollars au gouvernement. Cette annonce a suscité des réactions contrastées sur les réseaux sociaux. Nous recevons spécialement notre sportif maison, Georges Benouima, pour comprendre les contours, surtout l'opportunité de ce contrat. Georges, je vais commencer par savoir c'est quoi la santé aujourd'hui du sport en République démocratique du Congo pour mettre 5 millions de dollars juste pour flaquer le drapeau de la République démocratique du Congo sur un maillot de l'équipe. Ici, je précise, l'AS Monaco. On va spécialement parler, Blaise, du football, comme les pays, les gouvernements congolais s'est intéressé sur l'équipe de Monaco. Parce que si on parle du sport en général, en tout cas, rien ne marche au pays. Mais on va rester en football avec ces 5 millions que les gouvernements congolais a dépensé pour cette équipe de Monaco. Aujourd'hui, parlons d'abord du championnat national de la RDC avec la cagnotte qui reçoivent l'équipe championne. C'est ça, 50 000 dollars. Avec cet argent, vous voulez que l'équipe puisse recruter des bons joueurs à l'extérieur du pays ou même au pays. Voilà pourquoi aujourd'hui, les championnats nationaux de la RDC est en décrescendo. La dernière fois que les championnats étaient à un niveau supérieur sur les continents, ça remonte des années 2016 où Mazembe, d'abord en 2015 où Mazembe remporte la Ligue des Champions. En 2016 et 2017, l'équipe signe un doublé avec les trophées de la Coupe de la Confédération. En 2018, V-Club joue la finale de la Ligue des Champions de la CAF. Ce n'était pas que les gouvernements dépensaient ou donnaient des moyens à ces équipes. C'est parce qu'il y avait des sportifs, il y avait des hommes de bonne volonté à cette période. Moïse Katumbi dépensait son argent, cassait sa tirelire pour la formation du TP Mazembe. De l'autre côté, il y avait le général Gabriel Ami Sikumba Tango Fort qui était l'homme fort de l'équipe de V-Club depuis cette période. Aujourd'hui, Mazembe ne dépense plus pour recruter des joueurs à l'extérieur du pays. À l'époque, les meilleurs joueurs du continent venaient jouer en RDC dans l'équipe de Mazembe. On a vu des Sunzu Stopila, des Reinfold Kalaba, des joueurs qui étaient très importants dans l'équipe nationale, mais qui évoluaient en RDC. Donc, à l'époque, c'est les championnats de la RDC qui attiraient des étrangers, mais aujourd'hui, ce sont nos Congolais qui sont attirés par des championnats à l'étranger. Je prends l'exemple du championnat Tanzanie. Aujourd'hui, c'est le chemin de presque tous les grands joueurs de la RDC. La saison passée, celui qui était le meilleur joueur du championnat national, c'était Eli Panzu.
Mais après cette saison avec club, aujourd'hui, il joue avec la formation des Simba. Il faut voir l'engouement autour du championnat tanzanien aujourd'hui. Les gouvernements de ces côtés avaient compris qu'il fallait investir dans les footballs pour attirer des partenaires. Aujourd'hui, la Tanzanie n'a pas besoin d'un partenariat avec un club en Europe pour ces genres de flocage sur les maillots, parce qu'aujourd'hui, ils ont leur visibilité. Ils ont compris qu'il fallait mettre des moyens dans ces championnats pour attirer l'extérieur. Aujourd'hui, les championnats nationaux de la RDC n'attirent même pas des diffuseurs. Pourquoi ne pas mettre cet argent dans ces championnats pour attirer des médias internationaux afin de vendre, vendre les talents? Donc, les championnats de la RDC est en reconstruction parce qu'il n'y a pas de moyens. Cet argent devrait en tout cas travailler au pays qui investir dans une équipe comme Monaco. Quand je vois la situation de V-Club aujourd'hui en championnat national, V-Club occupe la 9e position. DSMP commence à retrouver ne serait-ce que ses repères à quelques journées de la fin du championnat. Parce que les équipes n'ont pas de moyens. À l'époque, il y avait des dirigeants qui mettaient leurs moyens. Mais aujourd'hui, maintenant, c'est à l'État de mettre les moyens dans des équipes pour permettre à ces équipes de faire peur sur les continents. Depuis 2018, aujourd'hui, les équipes de la RDC ont du mal à atteindre même les quarts de finale de la Ligue des Champions. 5 millions de dollars, c'est quand même un montant assez important. Mais qu'est-ce que cet argent ferait en République démocratique du Congo aujourd'hui? D'abord, commencer par soutenir les équipes. Soutenir des équipes afin d'avoir des moyens pour recruter des bons joueurs, afin de bien représenter les pays sur les continents. Et même en dehors du continent, on est en mesure de briller partout avec Blaise. En 2010, on a vu Mazembe atteindre la finale de la Coupe du Monde des clubs. Mazembe avait joué contre l'Inter de Milan de Samuel Eto'o. Pourquoi pas ne pas rêver encore à ce niveau? Mettez des moyens dans des équipes, vous verrez Mazembe porter haut les couleurs de la RDC, V-Club, DSMP, Lupopo et toutes ces équipes de la République démocratique du Congo. Ça, c'est un. Des deux, on n'a pas des infrastructures sportives au pays. À Kinshasa, je vous l'ai dit, les stades des martyrs, jusqu'aujourd'hui, ce stade n'est pas homologué. Cette pelouse n'est pas dans de bonnes conditions. Voilà pourquoi certains joueurs qui évoluent en Europe ont du mal à développer un très beau football sur cette pelouse. On a critiqué nos avant-centres qui brillent en Europe, mais qui ne s'imposent pas dans l'équipe nationale, tout simplement parce que cette pelouse n'est pas un cadre idéal pour ces joueurs de développer un beau football. Voilà pourquoi certains de ces athlètes se blessent d'habitude au stade des martyrs. Vous avez vu les derniers rassemblements de la RDC qui a eu lieu en France, parce que c'était sur une pelouse adaptée au football moderne et qu'on a vu Simon Banza marquer de la plus belle des manières en éliminant même les gardiens. On a vu SND marquer aussi son premier but en équipe nationale parce qu'ils étaient dans un cadre idéal pour développer un très beau football. On n'a pas des infrastructures, Blaise. Parlons même, nous sommes à Goma. À Goma, nous avons le stade de l'Unité qui jusqu'aujourd'hui est en chantier. Combien coûterait par exemple un stade? Est-ce que plus que 5 millions de dollars? À 10 000, on a eu les projets du stade de Mugunga qui aujourd'hui n'est pas même ne permet même pas aux joueurs jusque-là de jouer. On a l'argent, mais on n'a pas cette volonté. Si on revient sur le stade de l'Unité, quand Mazembe arrive ici à Goma, les joueurs s'échangent sur les RDG. Les filles, quand ces filles jouent au stade, ces filles s'échangent également sur cette RDG. Donc, jusque-là, le stade de l'Unité, c'est un stade qui est en chantier. Pourtant, c'est un stade qui reçoit les championnats nationaux, la première division avec Dauphin Noir, la deuxième division avec Kabasha Virunga. À Butembo et à Beni, on n'a pas de stade. Voilà pourquoi Nyuki est obligé de rester toute une saison en ville de Goma pour jouer ses matchs de la Ligue D. Kapako aussi de Beni, obligé d'installer son quartier général ici en ville de Goma pour jouer ses matchs. Sokozaki également, sans ignorer la formation d'Intercell. Donc c'est une situation très difficile pour ces équipes. Imaginez, vous quittez chez vous
pour venir s'installer dans une autre ville, tout simplement parce que vous n'avez pas un stade. Une dernière question, Ben, je vais vous demander de répondre très vite. Blaise, moi je vais finir aussi. Le gouvernement évoque une question de visibilité, surtout en cette période d'agression rwandaise. Est-ce qu'avec Monaco, on va avoir la visibilité à la hauteur de la République démocratique du Congo? Avec Monaco, qu'est-ce qu'eux appellent visibilité? Moi, je parlais de Mazembe. Mazembe avait joué la finale de la Coupe du Monde des clubs. Ça, ce n'est pas une visibilité. On n'a pas besoin de chercher une visibilité ailleurs. Travailler sur notre propre football et puis nous aurons notre visibilité. Organiser une Coupe d'Afrique des Nations, vous aurez une visibilité. Depuis la première édition de la CAN, remportée par l'Égypte en 1957, Blaise, on n'a jamais organisé la Coupe d'Afrique des Nations. Pourtant, on est vainqueur de cette compétition en 68 et 74. On n'a pas de stade pour organiser une telle compétition. Je vais évoquer les Rwandais. Les Rwandais que nous prenons comme un petit pays. Les Rwandais évoluent en termes des infrastructures. Il faut voir Kigali Arena. Il y a les ministres sortants qui venaient avec les projets Kinshasa Arena. Où est-ce qu'on en est avec ces projets? Les Rwandais ont organisé les championnats d'Afrique des Nations en 2016 que nous avons remporté. Les Rwandais ont organisé la CAN de moins de 20 ans. Mais nous, on n'est même pas à mesure d'organiser un championnat interscolaire des jeunes sur le continent africain. Sans GPS d'ailleurs, c'est bon. On n'est pas à mesure. On n'a pas de route. Quitter Kinshasa pour Kikwit. Moi, je pense que c'est décevant, Blaise. Merci beaucoup. Fin de l'actualité du jour sur Kivu Morning Post. Merci à vous de l'avoir suivi.